rubrique cinéma un petit peu particulière. En effet, à l'occasion des chaleurs estivales, nous avons décidé de faire une émission entièrement consacrée au cinéma. Donc nous aurons un premier temps d'abord avec le classique, l'indémodable série de petites découvertes pour les films qui viennent de sortir. Bonne ou mauvaise découverte. Et donc j'accueille avec moi pour ces pépites, intéressantes ou non, notre ami Frédéric. Donc bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes allé au cinéma. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous retenu? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui sort du lot? Alors, un qui sort du lot, absolument, qui s'appelle Affreux et méchant. Pourquoi il sort du lot? Parce que ça a été fait par un dénommé Cosimo Gomez. C'est son premier long métrage, c'est une coproduction belge-italo-française. C'est un véritable scandale parce que, évidemment, le titre Affreux et méchant, ça fait penser à Affreux, sale et méchant de Ettore Scola. Donc, c'est-à-dire, ça cherche à tromper le spectateur. L'histoire en deux mots simplement, une femme sans bras, assez jolie, un nain, un autre cocaïmane, enfin bref. C'est un cocktail explosif, là. Cocktail explosif, qui vont faire une espèce de casse dans une banque, dans un endroit où les Chinois leur collent tout sur le dos, naturellement, de la mafia, ont tout leur argent. C'est pitoyable. J'avoue que je suis parti au bout d'une heure. C'est pitoyable, c'est grossier, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour montrer un nain, si c'est pour montrer une femme sans bras, il y a eu d'autres films qui ont été faits dans le temps qui étaient très bien. Mais ça, c'est vraiment pitoyable. Alors ça ne se joue que dans une salle, mais surtout n'y allez pas. Bon, donc nous retenons vis-à-vis de ce que vous dites, affreux et méchant, à fuir, ça c'est évident. Alors moi je suis allé également au cinéma et je crois que nous allons nous rejoindre cette fois-ci, nous sommes allés voir Nureyev, le troisième film de Ralph Fiennes. Donc, qui est davantage le quatrième. Bon, autant pour moi. Qui est davantage connu évidemment pour ses rôles à l'écran en tant que grand acteur. C'est un acteur de plein de talent. Alors que Nureyev, qui est un biopic, comme on dit aujourd'hui, c'est un film qui retrace une partie de la vie du danseur étoile Nureyev. Je dois avouer que j'ai été profondément touché. Alors, il ne s'agit pas de tout révéler, de ne pas tout dire, on essaie d'éviter il faut ménager l'intérêt du spectateur, mais voilà. Qu'avez-vous pensé de Nureyev? Et je rebondirai moi aussi là-dessus. D'abord, le titre anglais c'était The White Crow. Exactement. Alors ça, je ne sais pas si c'était un surnom et pourquoi. Pourquoi le corbeau blanc? Et c'est même d'ailleurs ainsi que s'ouvre le film sur cette petite, un petit peu comme faisait Tarantino à sa manière, une petite définition du crow, le corbeau blanc, effectivement, et qui est censé visiblement désigner, dans la mentalité russe, peut-être, ou anglaise, quelqu'un de totalement atypique. En l'occurrence, ça recoupe bien la personnalité de cet acteur, parce que c'est un égoïste totalement extrêmement, égotiste au maximum, mais comme il était aussi homosexuel comme beaucoup de danseurs, je me suis demandé si White Crow n'avait pas aussi un petit côté péjoratif ou je sais pas, etc. Mais comme je ne parle pas russe, je ne connais pas. Oui, d'abord, moi, la réalisation de Ralph Fiennes m'a ravi. Parce que c'est un film un peu difficile quand même, parce qu'il y a des retours en arrière, sans arrêt, beaucoup de retours en arrière, de flashbacks, comme on dit en français, en bon français, en noir et blanc, où on le voit en relation avec son père. C'est assez intéressant parce que ça montre le caractère du garçon, de ce qu'il va devenir. Exactement. Et le fait est que moi j'ai trouvé aussi le procédé est assez classique, il est très souvent utilisé au cinéma. Mais un peu déroutant. Voilà, et déroutant. Le fait est qu'on ne se lasse pas pourtant, à aucun moment, moi je dois avouer. Alors effectivement, c'est une personnalité très complexe qu'il entend, que le réalisateur entend
exploré. Et ses retours en arrière dans son passé sont en fait assez subtils. La scène du père, où le retour du père lui impose les mains et qui fait évidemment écho, et c'est mis en scène tel quel dans le film, au retour du fils prodigue, très intéressant, très subtil, assez beau, et il est aussi à noter que ce n'est pas un film qui s'intéresse essentiellement au monde du ballet. Non, il y a bien sûr, c'est l'environnement, mais c'est un film qui interroge aussi les perspectives esthétiques telles que la sculpture, avec les muscles noueux extrêmement bien filmés d'ailleurs par Ralph Fiennes. Mais également donc le domaine de la peinture, et il y a notamment toute cette superposition du musée de l'Ermitage qui a été ouvert pour l'occasion pour le film. Ça c'est très intéressant. Déjà en 2002 je crois, Sokourov avait obtenu cette autorisation très spéciale. Dans un film merveilleux mais très très long mais quand même. Très long et très complexe. Nous ne pouvons évidemment pas le recommander tel quel, parce qu'effectivement l'Arche russe c'est un film absolument éblouissant, mais l'esthétique de Sokourov fait qu'elle est très vite déroutante, et on pourra en reparler d'ailleurs tout à l'heure sur le cinéma un petit peu plus en général. Et tout ce parallèle entre le musée de l'Ermitage et le Louvre finalement, où Nureyev se rend immédiatement une fois arrivé à Paris, puisque c'est en gros c'est ça, oui, voilà, qu'il faut dire. l'histoire se part à Paris. Il arrive à Paris, il va avec la troupe russe du Kirov à l'Opéra de Paris. Il fait la connaissance d'une princesse, je ne sais plus de quelle nationalité, etc., qui l'introduit dans le milieu. Chilienne, je crois. Chilienne, absolument. Jouée par Adèle Exarchopoulos. Oui, qui est bonne. Alors, qui est bien. Qui est bonne parce que, je suis navré de devoir le dire, mais... elle n'est pas dénudée, là. Elle joue, et je pense que c'est une bonne actrice. Eh bien, en général, je n'ai jamais été conquis par ce qu'elle faisait, et là, pour le coup... Elle est sobre et elle joue bien. C'est sobre, ça joue bien, et ça n'est pas... le film n'est pas complaisant vis-à-vis des scènes, et notamment, il y a quand même, précisons-le, quelques scènes dénudées et qui peuvent dérouter. Précisons-le tout de suite, le film est vraiment très bon, il ne s'attarde pas, il n'est pas complaisant là-dedans, mais il montre la chose, et effectivement, toute l'ambiguïté autour de ce personnage de Nureyev, ambiguïté à la fois homosexuel, mais en même temps traversé par des pulsions hétérosexuelles. Bon, c'est très particulier. Et en même temps, donc, il connaît cette comtesse qui fait connaître la vie parisienne. Et on voit cette fascination qu'il a eue, et qui dérange évidemment beaucoup les bolcheviks qui sont derrière lui, comme tous ceux qui se déplaçaient, parce qu'on voit que petit à petit, il prend goût à l'Occident, effectivement, les soirées, etc. D'autant que, comme c'est un excellent danseur, il est invité partout, il est courtisé, et ça, c'est bien montré. Alors, il y a aussi des séquences de danse qui sont faites par Oleg Ivanko, l'acteur. Bien sûr. C'est son premier film, je pense qu'il est capable de faire des choses. Parce que, alors, la danse, moi, il y a quoi ? Il y a 3 extraits, je crois, à peu près. Absolument fabuleux. C'est tout à fait, c'est très, si on aime très la réussi. Si on aime la danse, on va le voir. Alors on sera frustré parce qu'on pense qu'il y en a plus. Et oui. Mais c'est une étude de caractère, c'est l'étude de quelqu'un qui était, comme on dit, égotiste, égoïste, qui avait une passion, qui était prêt à tout sacrifier et qui n'en avait rien à faire des autres. Et surtout de la politique, alors même qu'il est imbriqué dans ce système politique dont il cherche absolument à se séparer. Il s'en fiche royalement. C'est très intéressant et très subtilement mis en et scène alors, dans le film. Oui, j'ai beaucoup aimé la façon dont il le fait à l'aéroport. C'est très bien fait parce qu'on retombe presque dans des films d'espionnage, mais ça donne une idée du réel. Quand on voit oui, mais c'est parce qu'il est là, on dit, mais oui, on peut faire quelque chose, mais il faut que vous demandiez d'être réfugié. Et il ne le fait pas, il n'ose pas, il va, et à ce moment-là, les Russes qui sont là, qui sont les commissaires politiques, qui disent, mais attendez, vous n'avez pas le droit aux flics français parce que c'est un citoyen russe, etc. Et on voit qu'il y a cette espèce de bagarre intellectuelle et qui va l'emporter, etc. Alors on sait qu'il a réussi à s'enfuir, etc. Mais c'est très très bien filmé, oui, et c'est très bien fait. Et à la limite, quelqu'un qui ne saurait pas se dit, il va s'en sortir ou pas, ou il va retomber dans les griffes du NKVD, il va se retrouver à Moscou, et là il va danser à la Loubianka. Effectivement, oui, ça, dans les caves. Non, mais tout à fait. Donc c'est un film vraiment complet, authentique, et vraiment donc très très belle découverte avant cet été. Ça c'est vraiment très agréable. Nous avons vu un autre
autre très très grand film et je vous laisse le présenter parce que je sais qu'il vous a touché profondément, tout comme moi. C'est un film sur la guerre de 14-18. Ça a été fait par Peter Jackson. Peter Jackson, celui qui a fait évidemment Les Seigneurs des Anneaux. C'est un grand réalisateur. Il a pris des archives de l'Imperial War Museum, enfin les archives britanniques de l'époque, qu'il a colorisées, certaines, parce qu'au début c'est en noir et blanc, il les a colorisées. En plus, il a rajouté du son dessus, parce qu'il n'y en avait pas, donc c'est très très bien fait. Et il prend aussi les voix de toute une série de gens, que ce soit des sergents, des majors, des simples soldats, mais souvent des officiers aussi, qui commentent ces images. Exactement. Alors, pourquoi le titre Pour les soldats tombés? Parce que c'est un poème de Bignon, de 1914, qui s'appelle Pour les soldats tombés. Effectivement, c'est un film choc. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a serré le cœur, parce que cette guerre de 14-18... il y a beaucoup d'archives qui sortent maintenant. C'est absolument épouvantable. D'ailleurs, moi, je pense qu'on aurait dû pendre au écho un certain nombre de gens qui ont fait ça, sans oublier notre grande gloire, Clémenceau, qui... le tigre, qui était un personnage hors du commun, certainement, mais il ne faut pas oublier qu'historiquement, c'était quand même quelqu'un qui était laïque, c'est son droit, républicain, c'est son droit, mais qui haïssait l'Empire austro-hongrois, parce que impérial, parce que royaliste, parce que catholique, et qui voulait la peau de ces gens-là. Ce qui fait que quand l'Autriche, à un moment, a demandé, par l'intermédiaire, je crois, je ne suis pas sûr que c'était du Vatican, d'essayer de faire une paix séparée avec Clémenceau, ce qui aurait quand même abrégé terriblement la guerre si les Allemands s'étaient retrouvés tout seuls, Clémenceau a dit non. Niet. Parce que ce qu'il voulait, c'est gagner la guerre pour foutre en l'air l'Empire austro-hongrois. Donc là, pour moi, c'est quelque chose... Donc il y a quand même des responsabilités très partagées dans la prolongation de cette guerre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce sont toutes ces archives. Cette boucherie, par moment, on voit cette boucherie, mais c'est fou parce que ça se décrit pas, ça se voit. Quand on voit ces carrioles tirées par les chevaux, on voit l'obus, on voit tout ça exploser, on voit tous ces morts. Alors il y a des petites choses qui m'ont intéressé, c'est au début aussi, c'est très curieux, quand on voit ces jeunes Anglais qui ont 15, oui, parce 16, que précisons-le tout de suite, oui. Cela ne concerne vraiment que l'armée britannique exclusivement. Il y a quelques plans avec des soldats allemands, on en reparlera après, et quelques plans avec des soldats français, mais c'est d'abord authentiquement ce sont les archives britanniques. Voilà. Les archives britanniques. Et donc on voit au début, c'est en noir et blanc, on voit tous ces jeunes qui... C'est vrai qu'à l'époque, on se demande si les gens réfléchissaient beaucoup, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait un patriotisme quelquefois un petit peu outrancier, donc ça y est, c'est le moche, il faut y aller. Et puis on des volontaires. Des volontaires, mais c'est ça qui est volontaire et des sacrés gaillards, mais c'est là, c'est quand même poignant de voir ces jeunes de 15, 16, 17 ans qui essayent de passer, alors qu'il faut être majeur, dont certains parents ont dit « on t'empêche pas, vas-y ». Pensant peut-être que la guerre, 16-17 ans, pensant que la guerre allait être jolie, très courte, et qui se sont engagés, et on les laissait s'engager. On leur disait, vous passez la porte, vous revenez, vous dites, vous avez 18 ans, et hop. Exactement. Bon. Ça, c'est extraordinaire, et en même temps, à un moment, une scène qui est assez curieuse, alors ça, je ne sais pas le pourquoi, mais je vais expliquer. On voit un gamin qui est là, et une femme lui dit, mais pourquoi tu vas pas à la guerre? Il dit, j'ai 17 ans. Et elle lui dit, oui, mais ils disent tous ça qu'ils ont 17 ans. Vous entendez, pour certains planqués qui veulent. Elle lui balance une plume blanche. Oui, tout à fait. Or, moi, je me souviens d'un film qui s'appelait Les 4 plumes blanches, qui était un film qui se passait aux Indes, où effectivement la plume blanche était le symbole de la couardise et de la trahison. Alors je ne sais pas si ça vient de ça aux Indes, en tout cas c'est typiquement britannique. Et c'est une interprétation très intéressante que vous proposez là, puisque moi-même je ne savais absolument pas d'où cela venait. C'était dans un film, voilà. Les 4 plumes blanches, qui est un film que j'ai vu...
Il y a déjà un certain temps. Comme quoi, on a toujours besoin de revenir à d'anciens films, c'est important. Alors moi, effectivement, je suis aussi allé voir donc ce film, They Shall Not Grow Old, donc pour les soldats tombés, traduit ainsi. Ouais. Donc immense film, nous sommes tout à fait d'accord. Et j'irai de mon petit couplet, ce n'est pas un documentaire pour moi. Non, pas du tout, ouais. C'est contrairement à ce que beaucoup affirment. Alors bien sûr, je suis dans la droite lignée de François Ninet, le documentaire et ses faux semblants, mais il ne s'agit pas d'un documentaire, il s'agit d'un souvenir. Précisons-le aussi, c'est un film très intime du point de vue de Jackson lui-même, puisque il le fait à la mémoire de notamment son grand-père, qui était un vétéran de la Première Guerre mondiale, et également de deux autres personnes, dont je suppose qu'ils font partie des branches cousines, je crois, de sa famille. Mais c'est d'abord un film donc, qui est dédié à son grand-père, qui est pour lui, et c'est donc traversé de rapports intimes, voire intimistes, extrêmement beaux, extrêmement poignants. Vous l'avez dit, il y a un moment, cet officier qui a l'idée de faire avancer ses troupes qui se vident la tête avec des ballons. Les ballons de foot, et ils suivent les ballons de foot pour pas qu'ils flanchent avec l'horreur de ce qui se passait. Parce que quand on voit les... Bon, enfin bref. Et un autre moment extrêmement fort, il ne faut pas évidemment tous les dévoiler, il y en a beaucoup, mais il y a un moment particulièrement puissant et pathétique, vraiment sublime. C'est lorsque un de ses anciens de la Première Guerre mondiale raconte qu'il voyait un de ses potes, justement, ses mates, à côté de lui, qui a été extraordinairement blessé avec un œil qui pendait, et décide de l'achever. Et c'est le témoignage même de ce vétéran qui, une fois avoir dit qu'il l'avait achevé, se met à pleurer. Et ça, on entend, on ne voit pas. On ne voit d'ailleurs rien. Il n'y a pas de scène de boucherie qui soit intégrée, puisqu'évidemment, ce sont des images d'archives. Alors, il y a beaucoup d'images posées où on voit justement, ça illustre les moments où ils sont dans les tranchées, mais on sait très bien que c'est à l'arrière, c'est pas au front. Sinon, le caméraman ne pourrait pas être au-dessus. Puis des petits moments aussi d'humour involontaire. Parce Exactement. que quand on est dans les tranchées, avant de se battre, alors on est dans la boue, et c'était épouvantable, etc. Il n'y a pas que la boue, d'ailleurs. Non, il n'y a pas que la boue. Et à un moment, on en voit 4 de dos, cul nus, j'allais dire, Exactement, qui sont un petit peu comme les Japonais qui aiment bien se mettre les uns à côté des autres pour aller aux toilettes. Et la planche casse, et tous les 4 tombent dans la fosse. Avec effectivement des bruitages intégrés Oui, qui sont rajoutés et qui sont assez comiques, même si évidemment le tragique de la situation crée une distorsion. Et en tout cas, on les voit qui mangent, on voit les cantines, on voit aussi la vie. poux. On ne voit pas que les combats. On voit très souvent aussi comment ils étaient les uns avec les autres, comment ils étaient au front, comment ils vivaient au milieu des poux, au milieu de la pluie, de la saleté, etc. C'est très prenant. Tout à fait. Et quelque chose pour finir qui m'a moi particulièrement intéressé et intrigué, j'en avais jamais vu autant, c'est toutes les images d'archives montrant les prisonniers allemands du côté britannique avec cette sorte de fraternisation. Alors est-ce qu'il y a un petit peu de propagande derrière ? Peut-être, mais on traite bien ces prisonniers, mais il y a aussi des moments authentiques. Oui, et je n'en suis pas sûr, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, parce qu'on se tutoie, c'est plus simple, qu'ils font une distinction, parce qu'ils disent... On entend les militaires anglais qui disent les brandebourgeois et ceux-là, etc. sont assez sympas. Mais les Prussiens, ce sont des salauds intégrales. Ce sont vraiment des brutes, etc. Ah oui, l'esprit prussien. Les Bavarois, ils les aiment bien, voilà, mais les autres, les Bavarois, non, les brandebourgeois, mais les Prussiens, ils font la distinction. Donc, il devait y avoir sur le terrain une distinction quand même, parce que les autres ont été pris dans la guerre. Les Prussiens, eux, ils étaient toujours prêts à faire la guerre. Toujours le petit caporal de Bohême. Oui, ça c'est intéressant quand même. Mais tout à fait. Donc en tout cas, vraiment film sublime et non pas documentaire. Le montage fait que c'est vraiment un film authentique, un récit et qui devrait être projeté, et ça je pense qu'on en est d'accord toi et moi, dans toutes les écoles de France, même si ce ne sont que des soldats britanniques. Vraiment, c'est quelque chose à projeter que les enfants doivent voir parce qu'il y a vraiment un récit. Et là, la question du devoir de mémoire se pose clairement. Et je pense plutôt que de la logomachie, quelquefois sur la guerre 14-18, ils voient ça, ils ont déjà compris un petit peu ensuite quelques phrases pour mettre en situation. Exactement. Vous avez vu également alors, un film dont vous allez nous parler que je n'ai pas vu, Nevada. Ah, Nevada. Oui, alors Nevada, en anglais, en américain, le titre est The Mustang.
qui est effectivement le Mustang, donc le cheval sauvage, dont il en existe encore 100 000, mais qui sont en réduction. Alors, ce sont des chevaux qu'on tue en même temps, qu'on essaie de protéger en même temps, mais 100 000, ils estiment que c'est trop, parce que de toute façon, il y a de plus en plus de population, donc les territoires, pour les animaux sauvages, il y en aura de moins en moins. C'est un film qui a été fait par Laure de Clermont-Tonnerre, qui a eu l'idée, qui a fait le scénario, pardon, et qui a tourné. Donc, chapeau, parce que c'est très intéressant, c'est très bien fait. Et il a été présenté à Sundance, et Robert Redford est producteur exécutif du film. Ce qui montre quand même la qualité du film ou l'intérêt du film. Alors, l'intérêt du film, c'est quelqu'un qui est condamné à 12 ans ou 20 ans de prison, je ne me souviens plus très bien, pour meurtre. Et il est dans une prison, alors le titre Nevada, parce qu'il est dans une prison de Nevada. Ça a été tourné dans une prison du Nevada. Bon, c'est un type qui est mutique, qui se renferme sur lui-même, qui ne parle absolument pas. Donc on voit quelques scènes, on met en valeur, et ensuite on lui demande d'aller nettoyer un peu les étables, parce qu'il faut qu'il travaille. Et de là, il tombe sur quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, ça m'intéresserait », parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des prisonniers, et quand ils vont chercher des chevaux sauvages, et ces prisonniers-là sont chargés de domestiquer ces chevaux sauvages, qui ensuite sont revendus lors d'une grande vente aux enchères. Et c'est assez drôle, parce que revendus en général à la police montée. Ah oui, effectivement. Ça, c'est drôle. Et ça, c'est véridique. Hein. Et donc, c'est un petit peu une allégorie non, c'est véridique. Non, c'est véridique. C'est une prison du Nevada où ils font ça. Ils sont dans le désert, totalement clos. Et donc, ceux qu'ils veulent peuvent faire ça. Et ça leur permet de s'adoucir, d'avoir peut-être un peu de remise de peine, etc. etc. Bon, c'est une façon dans la société, de se réintégrer. Parce donc, qu'effectivement, il n'y a rien de tel que les animaux pour des grosses brutes en général. Donc, c'est très bien fait. C'est très bien fait. D'abord, si on aime les chevaux, c'est un régal de voir comment ils s'occupent des chevaux. C'est très bien filmé. Et oui, c'est vraiment un film à voir. Il faut aimer les chevaux, parce qu'on est très souvent avec les chevaux sauvages. D'abord, juste avant le générique, on voit les hélicoptères qui vont essayer de ramasser des chevaux sauvages pour les mettre dans un corral et ensuite justement arriver, etc. Les vues sont très belles, c'est bien filmé. Et je dis bravo à Laure de Clermont-Tonnerre d'avoir trouvé ce sujet, de l'avoir traité aussi subtilement et bien fait. Et ben voilà. Alors, visiblement, quelque chose de moins subtil que vous avez vu également. Moi, je n'ai pas osé aller voir, mais bon, malgré le grand acteur qui y joue, vous avez vu Ibiza. Ah, alors Ibiza. On a Christian Clavier, qui est podologue, qui est l'amant de Mathilde Seigné, divorcé avec 2 ados, un garçon et une fille. Alors, que dire? Ils partent à Ibiza parce que Christian Clavier, c'est le beau-père, si on veut, parce qu'il ne s'est pas marié avec elle, il est avec Mathilde Seigné, donc il n'est pas très bien vu par les 2 ados. Et puis finalement, il a une idée, il dit à Mathilde Seigné, ton fils doit passer le bac, écoute, s'il passe le bac, quand on partira tous en vacances, c'est lui qui choisira la destination. Donc le jeune ado, qui est malheureusement, il a l'air d'un imbécile et il est laid, ils auraient pu choisir un autre garçon, qui va à Ibiza. Alors lui, on le sait après, c'est parce qu'il veut retrouver une petite amie qu'il a perdue de vue, il sait qu'elle est à Ibiza. Donc on est en plein Ibiza. Donc ça veut dire la coke, les filles qui se trémoussent du cul, le dénudement, les fêtes totalement décadentes, etc., etc. Et Christian Clavier, évidemment, là-dedans, joue celui qui est un petit peu choqué, qui va dormir tous les soirs, etc. Ça n'a aucun intérêt. Oui, donc c'est grosse ficelle et en plus, c'est pas terrible. Ça n'a aucun intérêt. Alors, on a droit à tout ça, quoi. Ibiza, on n'a pas besoin d'y aller, on sait comment c'est. Christian Clavier, lui, il fait même pas rire, parce que le scénario est tellement débile que malheureusement, Christian Clavier, que j'aime beaucoup, pour moi, après Louis de Funès, c'est le plus grand acteur comique français. C'est quand même un très grand comique. C'est un très grand comique, un très grand acteur. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter là-dessus. Un très grand acteur. Et Mathilde Seigné, toujours aussi un petit peu aussi vulgaire, elle joue pas mal, mais enfin, je sais pas mon... là, elle fait, dans le tiers du film, elle fait une exhibition de ses seins pour montrer qu'ils tombent pas encore. Bon, très bien, mais enfin... l'intérêt est quand même très limité. L'intérêt est très, très limité. Bon, quoi dire de plus? Si, que moi, je me suis ennuyé à mort, mais je sais pourquoi.
parce que le film a été tourné par quelqu'un qui s'appelle Arnaud Lemort. Alors effectivement, au mieux ne pas le réveiller. La petite histoire, c'est qu'un jour, quand je faisais de la production avec mon ami, on est allé aux environs de Paris parce qu'on avait rendez-vous avec pour avoir des renseignements. Enfin, on devait voir quelqu'un sur un tournage de film. Le film, je me souviens plus très bien. C'est pas Alexandre Bien, non, je sais plus. C'était aux environs de Paris, à côté d'un étang. Et on débarque, il y avait des gens qui étaient là, on dit on veut voir monsieur Untel, etc. Ah oui, il est à la cantine, on va y aller. Et à une trentaine de mètres, il y avait un mobil-home, et on voit Christian Clavier qui sort, qui arrive, et face à mon ami qui était là, qui commence à dire ouais, à faire le clown, à faire. Et mon ami le regarde même pas, et dit bon, alors il est là-bas à la cantine, et on part tous les deux comme ça. Clavier est resté, mais de plomb, il a fait demi-tour, il est parti dans son mobil-home, et il a claqué la porte du mobil-home, il était fou, furieux. Ah bah effectivement. Ça, c'est drôle. Bon, ensuite, j'ai un peu engueulé mon copain en disant quand même, tu aurais pu lui dire, attendez, on est pressé, n'importe quoi, parce que c'était gentil, il avait envie de plaisanter avec nous. Ceci étant, j'aime beaucoup Christian Clavier, il est capable de faire des choses très, très drôles. Simplement, et même dans l'humour grinçant. Hein, on avait totalement, vu, totalement. Avec le film sur les Roms l'an qui vient dernier. Chez lui. Voilà, ah oui, oui. Ceux qui viennent chez lui, etc. Voilà. Quand il est derrière un qui veut plus ou moins l'étrangler, il est à mourir de rire. Là, c'est du niveau de Funès. La seule chose, c'est que malheureusement, on lui donne pas mal de films assez idiots. Oui, c'est le rôle finalement qui ne lui convient pas. Non, c'est le rôle qui ne lui convient pas, parce que Christian Clavier, c'est pareil avec Louis de Funès. Louis de Funès, bon, se rabija que tous ses films, parce qu'on a donné des films qui avaient quelque chose. Donc lui, il pouvait s'éclater. Christian Clavier peut faire la même chose, à condition qu'on lui donne des bons scénarios. Là, c'est un peu pitoyable. Bon, eh bien, retenons qu'il faut conseiller vraiment aux réalisateurs de nouveaux rôles pour Christian Clavier, histoire de rafraîchir un petit peu sa filmographie. Et enfin, donc, un dernier film que vous êtes allé voir, So Long My Son. Ah, So Long My Son, de Wang Xiaoqi, qui avait fait Beijing Bicycle. Alors, j'ai du mal à en parler, je veux dire pourquoi. C'est un film qui a des qualités, qui est assez long, mais je l'ai vu dans des très mauvaises conditions. C'était au 7 Parnassien, dans la grande salle. Et la grande salle, on n'était pas nombreux, peut-être une dizaine. Il faisait un froid de canard, parce qu'ils mettent la clim, mais ensuite ils ne règlent pas en fonction du nombre de gens. Donc, je me pelais de froid. Et en plus, j'avais un siège défoncé. Donc, c'est très difficile de juger un film quand on est comme ça. Ça m'a paru un peu long, un peu ennuyeux, mais je m'abstiens parce que les conditions font que je n'ai pas l'esprit clair pour pouvoir en juger. Eh bien, c'est donc très intéressant que vous terminiez là-dessus, puisque, bon, on en a vu suffisamment, hein, donc nous recommandons bien évidemment Nureyev, Pour les soldats tombés et Nevada. Ça, vraiment, ce sont les trois grands films qui sortent du lot, ça c'est sûr. Alors, il y a un film qu'il ne faut pas aller voir, parce que j'ai vu la bande-annonce, c'est Quand on crie au loup, de Marie-Lou Berry. On se demande, avec Junio, quand on voit la bande-annonce, on se demande, effectivement, c'est la fille de Richard Berry, alors on comprend pourquoi elle est dans le cinéma, mais c'est épouvantable. Elle joue comme un pied, et elle est devenue maintenant absolument monstrueuse. Elle doit faire 200 kilos. Alors, la bande-annonce, ça suffit, on n'a pas envie d'aller voir le film. À mon avis, entre ça et Ibiza, je crois qu'il faut mieux aller voir Ibiza. Et Affreux et méchant, n'oublions pas. Ah oui, non, mais ça se joue dans un film, dans une salle de Champs-Élysées, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas se dire, tiens, c'est peut-être un remake de Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola. Surtout pas. Surtout pas. Bon. Et enfin, donc, vous rappelez que les conditions dans lesquelles il faut voir un film sont évidemment très importantes, puisque parfois on peut être amené à méjuger un film et parfois à tort. Alors, eh bien, cela fait le lien avec la deuxième partie de notre émission, puisque nous allons parler cette fois-ci du cinéma, plus en général. Et donc, tout d'abord, commencer peut-être par le sens même du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma et surtout, particulièrement, moi ce que j'aimerais, c'est surtout que tu nous parles de ton rapport au cinéma, un rapport plus personnel cette fois-ci. Donc, je rappelle évidemment, et ça tout le monde le sait, que le cinéma, c'est l'art d'écrire avec le mouvement. Donc un art assez subtil, un art assez nouveau aussi, assez récent finalement par rapport à d'autres, mais qui s'est toujours déclaré comme un art total finalement. Alors qu'est-ce que toi tu en penses de ce... Déjà le cinéma, l'origine du cinéma, est-ce que le fameux cheval qui court de Muybridge
était du cinéma déjà ou des plans animés. Exactement. Bon, Alors, ce cheval qui court, effectivement, a donné lieu en plus là pour le coup, on peut faire le lien avec la musique, oui, puisque et intéressant, un opéra puisque de c'est Philip Glass, oui. The Photographer. Et effectivement, tu soulèves très justement le lien. Est-ce que finalement le cinéma entretient un lien plus direct, plus privilégié avec la photographie qu'avec plutôt la littérature ou la peinture? C'est une question intéressante. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et attends, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film-là a permis de voir qu'un cheval au galop, il y a un moment, un court instant, où il est en suspension, il n'y a aucun sabot qui touche le sol, alors qu'on ne le savait pas avant. Exactement. Et ça, de toute façon, c'est toujours très intéressant de voir les débuts du cinéma qui s'est toujours développé un petit peu avec des touches à tout. Notons quand même que les plus grands du cinéma, les monstres sacrés des débuts, sont plus des tripatouilleurs. Les bricoleurs même. On peut penser évidemment à Griffiths, qui est peut-être l'incarnation parfaite, mais même en France, on avait ce genre de choses. Toute la Gaumont, tout au départ, avec qui allait dans le monde entier. C'était bon. Le cinéma, c'est quand même une création française, il ne faut pas l'oublier. Ne l'oublions jamais, effectivement. Donc, en tout cas, voilà, c'est un art complexe. Et donc, le rapport avec la photographie, qu'est-ce que tu en penses ? Alors la photographie qui avait fait peur aux peintres en se disant ah ben ça y est maintenant on est supplanté, c'est plus la peine. Nous on essaie c'est ça qui a déclenché justement cette ouverture de la peinture, puisqu'avant la peinture c'était essayer de faire les portraits, de refaire exactement la même couleur, le nez, le machin, etc. Enfin bref, montrer ce qui était. Donc la peinture était coincée et à partir du moment où il y a la photographie, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien du coup ça a ouvert. Et ça a ouvert la peinture à toutes les interprétations, et à Picasso, et à Van Gogh, à tout ce qu'on veut, aux impressionnistes. Donc ça a été très bénéfique. Ça a été très bénéfique, en fait. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à je n'ai pas tellement réfléchi au rapport du cinéma et de la sculpture. Je ne sais pas quels liens qu'on va faire. Ce sont des arts. Alors, c'est vrai que la sculpture, moi personnellement j'aime beaucoup la sculpture. Est-ce que la sculpture... le problème de la sculpture, c'est un art. Le cinéma, c'est un art et c'est une industrie. Et ça, malheureusement, c'est le gros problème. Alors, parce que dans la sculpture, il n'y a pas d'industrie. Je veux dire par là qu'on ne va pas s'amuser. Actuellement, on ne va pas s'amuser à faire... oui et non, d'ailleurs, parce que si on admet que dans l'art, c'est pas de la sculpture, mais si on prend le homard de Koons, là, et toutes ces idioties qu'il fait, ensuite, c'est fait à je ne sais pas combien de millions d'exemplaires pour faire de l'argent. Mais là, on est plus dans le gadget artistique financier qu'autre chose. La sculpture, on n'a pas encore, que ce soit la Vénus de Milo ou que ce soit n'importe qui, on n'en fait pas toute une série. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie dans la sculpture. C'est pareil. Alors, la photo, il peut y avoir toute une série de tirages, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce sont des arts. Le 7e art, comme on dit, puisqu'on l'a monté au pinacle en disant le 7e art, il y a le côté industrie. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui peut gêner, parce qu'effectivement, est-ce qu'on ne se dit pas maintenant, ça coûte très cher de faire du cinéma, ce sont des grosses machines, des studios, j'ai fait un peu de production, je sais ce que ça représente, il faut trouver de l'argent, il faut trouver beaucoup d'argent, parce que les films sont chers à faire, les acteurs sont chèrement payés, quelquefois trop d'ailleurs, et il y a eu une inflation, donc ça a joué sur les coûts. Et je pense que il faut gagner beaucoup d'argent. Donc finalement, le cinéma s'en rapproche plus du football. Donc pour gagner beaucoup d'argent, faut aller dans le sens du poil. Donc est-ce qu'on ne va pas avoir toute une série, comme on a d'ailleurs, toute une série de films prenons par exemple les films qui ont marché aux États-Unis. On a fait Police Academy jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois, 8 ou 9. Bon, parce que c'était des trucs sur les gamins, sur les étudiants, avec les grossièretés habituelles américaines, etc., etc. Donc, on va dans le sens, on ne cherche plus à faire quelque chose d'artistique, on éloigne Bergman. Bergman, quand il faisait un film, il ne disait pas combien ça va me rapporter. Bon, c'est un des plus grands réalisateurs pour moi. Bon, c'est quelqu'un qui avait une idée, surtout c'est celui aussi qui a donné les plus beaux rôles aux femmes en psychologie, et il avait une idée, il faisait son film, qu'il y ait 10 entrées, qu'il y ait 10 000 ou 100 000 entrées, ce n'était pas son problème.
Pour moi, c'est ça le vrai cinéma. Seulement, d'un côté, il y a de l'industrie. Alors, vous pouvez aussi avoir des gens qui l'ont fait, comme CB 2000, avant, je ne sais plus comment ça s'appelait, à Cannes, qui existait il y a 30 ou 35 ans, où ils faisaient des films genre Missing in Action au Vietnam, etc., qui rapportaient de l'argent, pour ensuite faire des films avec plus subtils ou des films d'auteur. Tout à fait. Alors ça, c'est compréhensible. Alors, tu l'as soulevé, la question effectivement de cet empire de production et de cette emprise qu'il exerce sur la part créative du cinéma. Alors, qu'est-ce que tu penses, moi j'aimerais te demander, de Netflix finalement? Alors, je ne regarde pas Netflix, je pense que c'était... phénomène Netflix, le phénomène, évidemment. oui, le cinéma va changer. Je pense que Netflix, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose en soi, parce que c'est encore quelque chose de différent. Ils mettent beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, ils ont des budgets qui représentent les budgets de 2-3 grands studios américains. C'est absolument fantastique. Donc, ils vont faire tourner. Alors aussi, ils vont peut-être prendre un certain nombre de grands metteurs en scène qui auront les moyens par rapport aux studios. Mais bon, c'est ça le cinéma. La seule chose, c'est qu'effectivement, Netflix, c'est privé, j'allais dire, entre guillemets, et ça ne sortirait pas sur grand écran. Mais je crois qu'il faut admettre qu'il y a un tournant dans le cinéma. Il n'y aura plus le cinéma en salle uniquement. Et ça, moi qui suis un grand fan de la salle, je le déplore. Mais ce sont aussi d'autres façons de regarder le cinéma. Il y en a bien qui le regardent sur des petits écrans. Pour moi, on ne peut pas regarder le cinéma sur des petits écrans. Je sais, je ne donnerai pas les noms, parce que je ne les ai pas eus d'ailleurs, mais je sais pertinemment qu'il y a un certain nombre de grands critiques cinéma qui, ces 20 dernières années, n'allaient pas voir en projection de presse les films sur grand écran. Ce qui est quand même problématique. Ce qui est quand même problématique. Ils demandaient qu'on leur envoie le DVD et regarder ça, un DVD. Alors, pour quelques films intimistes ou quelques films en huis clos, ça n'est pas très gênant. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais quand vous avez un film sur Mustang, par exemple, ou enfin bref, tous les films ou Apocalypse Now, tout ce qu'on veut, quand vous le voyez sur petit écran, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour un grand écran. Comment ce critique peut se permettre de donner son avis quand il l'a vu? Alors, il ne l'a pas vu dans un format normal. Admettons aussi qu'il le voit en disant bah, le son ne marche pas, j'ai le film sans le son, et puis je vais parler du film, je vais dire ce que j'en pense. Donc là, il y a aussi un problème qui se pose. Et j'ai eu une attachée de presse récemment à qui je demandais quand est-ce qu'il y avait projection de presse d'un film, et qui me disait ah ben oui, on n'en fait qu'une là, etc. Je lui ai dit, on n'en fait qu'une pour ce film-là, je ne sais plus quel film c'était. Elle me dit oui, mais... et puis je lui ai sorti un petit peu les verres du nez et elle m'a avoué que de plus en plus, ils diminuaient les projections de presse parce que la presse, les jeunes maintenant, n'ont pas envie de prendre le métro pour aller voir un film en projection de presse en salle. Donc ils demandent qu'on leur envoie le lien pour aller les voir sur Internet, sur leur mobile, sur tout ce qu'on veut. Ce qui est quand même absolument incroyable. Cet égoïsme du moi-mémisme, c'est-à-dire tout pour moi, et puis tout doit être à ma portée. Voilà, si je ne vais plus... Mais comment on peut s'appeler critique quand on demande de le voir sur un lien, c'est-à-dire pour dire aux gens, voilà ce que vous verrez sur grand écran. Mais moi, je ne l'ai pas vu sur grand écran. J'aime bien ce que tu dis effectivement vis-à-vis de la chambre noire finalement, la camera oscura, ça rappelle un petit peu Rousseau. Il disait que la grande littérature s'origine toujours dans une chambre obscure finalement, et le film se révèle toujours à travers, je suis assez d'accord avec toi, à travers cet écran large et cette salle sombre. Donc le cinéma chez soi, est-ce que c'est du cinéma? Plus tout à fait. Ça devient plus de l'objet de consommation. Et oui. Il y a une perte. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai, quand j'ai un grand écran chez moi, c'est vrai, quand je vois un film qui passe à la télé sur un grand écran, ça passe. Ça passe, mais ça ne remplace pas la salle. Non. Quoique, moi, ayant l'habitude d'aller en projection de presse, quand je vais en salle, je suis malheureux. Parce que, effectivement, quand vous avez les gens à côté de vous qui mangent des pop-corn et qui font du bruit sans arrêt,
c'est un peu désagréable. C'était Mais horripilant. enfin, bon. Mais bon. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui disent aussi, mais la salle, il y a une communion de la salle. Exactement. Aussi. Communion des rires, communion des pleurs. Et c'est vrai, il faut éviter les plaisirs solitaires, j'allais dire, en regardant le film devant sa télé, alors que quand on va au cinéma, eh ben, c'est un acte de convivialité avec d'autres personnes. Ouais, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais. Moi, je suis assez coutumier des séances du matin. À Versailles, malheureusement, les seuls endroits les plus proches, il faudrait avoir tout Paris à sa portée. Mais à Versailles, cela fait plusieurs matins que je suis allé, j'avais la salle pour moi tout seul. Il y a quelque chose à la fois d'assez exaltant, parce qu'on profite tout seul du film, de la salle, mais il y a aussi quelque chose de triste finalement, on perd quelque chose. Et il y a, je suis d'accord avec toi, l'idée d'une communion, une convivialité en tout cas, avec ces personnes. Et quelque chose qui m'avait frappé il y a de ça quelques années, dans un film, je crois que c'était Le Seigneur des Anneaux 3 quand il était sorti, donc ça commence à remonter, mais quelque chose m'avait assez fasciné, je n'avais jamais fait attention. Après une cascade particulièrement éblouissante, le public s'était mis à applaudir. Et ça, c'était très intéressant parce que finalement, le cinéma est en train de plus en plus de se rapprocher un peu du théâtre. Et là, il y a quelque chose... il y a des émotions qui passent, des émotions collectives. Je pense par exemple à ce film dont on a parlé, là, pour les soldats tombés, de 14-18. On n'entend pas un bruit dans la salle parce qu'on sent une émotion, que les gens sont étreints. Et ça joue aussi sur votre propre perception. Et c'est normal. Oui, tout à fait. Et cette atmosphère, on va dire, de convivialité, malheureusement, on la perd de plus en plus, même si elle subsiste encore et qu'elle est même fondamentale et nécessaire. Il n'y a pas toujours ça, parce Non. que quand on va dans certaines salles de banlieue, où vous avez des films d'action... faut entendre, mais quelquefois ça peut être drôle aussi. Ça peut être amusant. J'ai vu dans des salles brésiliennes des choses à mourir de rire, quoi, parce qu'ils interpellent l'acteur à l'écran. Mais c'est parfait, là Bon, vraiment. Les acteurs, genre acteurs Van Damme ou choses comme ça, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Montre-lui ton cobra, machin. Je crois que le phénomène avait été constaté aussi au Québec, je crois, où pour le Rocky Horror Picture Show, des choses comme ça, effectivement, où les acteurs, lorsqu'il y avait Shanto, le masque d'argent, n'allez pas le voir, évidemment. Mais ça peut toujours être, dans le décalage, ça peut être assez amusant. Et les gens, la salle était entièrement déguisée. Alors, ça dépend des genres de films. Parce que quand il y avait les films au Grand Rex, toute cette période du Grand Rex, des films d'horreur, mais c'était extraordinaire. C'était dans la salle du Grand Rex, j'ai fait 6 ou 7 festivals au Grand Rex. Bon, ça date déjà d'il y a un certain temps, mais il y avait une ambiance. Il y avait les gens qui étaient au balcon, qui balançaient des petits bouts de papier partout devant l'écran. Il y avait des fléchettes en papier qui descendaient. Les gens criaient quand il y avait les scènes d'horreur, etc. Le spectacle était dans la salle, sur un certain type de film, naturellement. Donc il peut y avoir du bon ou du mauvais. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de bon et de mauvais, qu'est-ce que tu penses également de l'état dans lequel se trouve le cinéma français, qui est en train de baisser dangereusement, pas nécessairement en qualité d'ailleurs, même si globalement aussi, on peut quand même, par rapport à Truffaut, aux années Truffaut, il y a J'ai vu, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'avais trouvé une citation d'une de nos grandes actrices qui disait le problème, c'est que il y a trop de films en France et il n'y a pas assez de bons scénarios. Voilà, c'était un petit peu la phrase qu'elle disait, et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il y a trop de films qui sortent. On ferait mieux de concentrer l'argent sur des gens qui auraient des scénarios un peu plus intéressants que ce qu'on a là. Alors, et en plus, l'argent commence à baisser même. L'argent commence à baisser, les rentrées commencent à baisser. Le problème est que en 2016, on a fait une année record avec plus de 200 millions. 200 millions, c'est un peu la barre dont ils disent. 200 millions d'entrées spectateurs. Donc 216, on avait fait le record. 200 dons. Évidemment, un record, ensuite, il n'est pas battu. Mais 217, on a diminué d'1,8%, je vois des choses comme ça. 2018, on diminue aussi. Et on s'aperçoit que cette diminution est un peu plus importante sur les 18-34. C'est-à-dire que, oui, pourquoi? Parce qu'il y a Netflix qui va bouffer des parts. Il y a le fait que les gens deviennent peut-être un petit peu plus casaniers.
Paresseux aussi, peut-être. Peut-être un peu paresseux, mais c'est peut-être pas leur faute. Dans certaines villes maintenant, Tout à fait. il faut prendre sa voiture parce qu'on n'a peut-être pas envie de prendre le métro sans arrêt, ça pue. Donc, quand on prend sa voiture, on peut plus se garer. Je prends quand même Paris, la région parisienne, et puis dans les grandes métropoles. Donc, on se dit, je vais tourner une demi-heure, je vais prendre une prune parce que vous avez le timing qui est à 2 heures. Alors, vous avez des films de 2 heures, le temps d'y aller, etc. Donc là, ça pose aussi des problèmes. Et puis, oui, il y a Netflix et il y a les jeux vidéo. Alors le problème, c'est que c'est pas simplement parce qu'il y a toujours autant de jeunes qui vont au cinéma, mais ils en vont moins souvent. Il y a eu de films, je dis n'importe quoi, 15 films, ils en verront 13, puis peut-être ensuite 12, etc. Parce que le temps, alors c'est ça qui est important, ce sont les jeunes. Parce que les vieux, ils vont disparaître, et ce sont les jeunes qui vont être les futurs spectateurs, le gros des troupes. Et le problème, c'est qu'effectivement, que ce soit Netflix, que ce soit les jeux vidéo, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, le chiffre d'affaires mondial des jeux vidéo est supérieur à la musique plus le cinéma. C'est quelque chose de dément. Donc ça veut dire, en dehors du fait que culture, parce que le cinéma, il ne faut pas oublier que c'est un divertissement, mais aussi, moi je connais très bien Jean-Claude Romer, Monsieur Cinéma, qui n'a jamais bougé. Il ne sait pas ce que c'est qu'un pays étranger. Il me dit, moi j'ai voyagé partout avec le film. Pas besoin d'aller en Chine, pas besoin d'aller en voyant tous les films. Bon, il en voyait 8 par semaine. Maintenant, il est un peu à la retraite. Il voyait tous les films. Donc, on voyage. Et puis, on apprend les autres cultures. Il y a de tout dans le cinéma. C'est enrichissant. Les jeux vidéo, à part travailler des pouces et un petit peu le cerveau aussi, c'est quand même un peu débile, quand même. Bon, ça n'est pas de la culture. Or, ça, Très juste. Qu'est-ce qu'ont les jeunes? Ils ont un temps imparti. Donc, ce temps des jeux qui augmente, prend sur le cinéma. Qu'est-ce que ça va devenir? Quelque chose aussi vis-à-vis de ce que tu dis sur les jeux vidéo, ce qui m'interpelle parce que ça me fait penser à quelque chose de... Moi, je ne suis pas de la génération des jeux vidéo, donc je suis un petit peu contre aussi, peut-être. Alors, moi, je l'ai connu, même si... je pense qu'un petit peu, c'est sûrement très utile, parce que ça donne des connexions très rapides du cerveau, etc. Ça a même influencé les jeux vidéo au début, notamment les jeux d'ordinateur, des cinématiques d'ouverture ont... Avec ce cinéma qui était très rapide. Voilà, très rapide, ouais. Mais ont du coup a poussé le cinéma. Calmé, ça. Voilà, ça s'est calmé, c'est dommage, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment intéressantes. Mais ces petites cinématiques ont redynamisé un petit peu le cinéma et lui ont donné un petit peu un nouveau souffle. Je pense aussi à ce jeu vidéo, là, alors je n'ai jamais joué, hein, mais Assassin's Creed, qui visiblement a carrément été adapté au cinéma. Là, c'est carrément l'inverse. Parce qu'il y en a certains, je pense, qui sont très chiadés et qui sont intelligemment faits. Hein. Je ne veux pas tout mettre dans le même panier. Mais c'est assez effectivement intéressant et c'est même dramatique, enfin tragique, que de constater finalement cette perdition, cette déperdition de temps. Voilà, de temps. Et qui va beaucoup plus évidemment sur les jeux vidéo, qui coûtent moins cher et qui est plus facile à faire que d'aller au cinéma. Mais oui, l'idéal, ce serait que le temps imparti, le jour où il y aura la pilule du sommeil, on dormira 4 ou 5 heures, peut-être qu'à ce moment-là, ça ira. Mais ce moment-là n'est pas arrivé encore. Pour élargir un petit peu, puisque tu disais à juste titre que le cinéma, c'est ce qui permet, ce qui autorise un voyage finalement à travers le monde, à travers les cultures, et qui les fait dialoguer. L'introspection des gens, il y a tout dans le cinéma. Quel est l'autre cinéma que tu préférerais? Puisqu'on pourrait parler évidemment du cinéma américain indépendant qui se développe, mais on peut penser aussi au cinéma japonais, au cinéma russe, au cinéma coréen, que tu aimes beaucoup, ça je le sais. Alors, j'aime le cinéma asiatique. Parce qu'ils ont encore cette notion. Moi, il y a un moment, je n'aimais plus beaucoup le cinéma américain, parce que justement, c'était une succession de plans très rapides, etc. Donc, c'est-à-dire, on voit un plan, on n'a pas le temps de réfléchir un petit peu ce que ça veut dire, etc. On est déjà à un autre, je veux dire, c'est de la consommation. J'aime beaucoup le cinéma asiatique qui prend son temps. Le temps asiatique n'est pas le temps occidental. Et donc, on a le temps d'examiner, de réfléchir, de regarder les plans aussi, de voir la lumière, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très... Bon, là, au cinéma japonais, j'en parle pas, avec les grands Kurosawa, etc. Ozu, bon. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un cinéma que j'aimais beaucoup, mais qui est en perdition, c'est le cinéma italien. Et à propos de ça, je voulais dire quand même, pour ceux qui aiment le cinéma italien, je leur recommande le livre de Philippe Tugue qui s'appelle Viva Cinecittà, les 12 rois du cinéma italien. Alors, il l'explique très bien en disant il y en a d'autres que j'aurais pu prendre, mais voilà les gens dont il parle. C'est aux éditions de Fallois, ça s'appelle Viva Cinecittà. Donc il parle de Blasetti, que je ne connaissais pas,
qui est donc parmi les Italiens avant Rossi, etc. Alors, il parle de Blasetti, Soldati, De Sica, Rossellini, Visconti, Fellini, Antonioni, Pasolini, Cotafavi, grand des péplums, Rosi, Olmi, Comencini. Comme il dit, il y en a toute une série d'autres. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on donne la liste, que des noms italiens. C'est curieux, parce que le cinéma italien, comme le cinéma asiatique, a gardé sa spécificité. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un Italien pur jus, j'allais dire, pour parler de son pays et de son... On pense aussi à Pasolini, justement, de ce point de vue-là. Pasolini. Je pense, par exemple, à d'autres. Quand on a un Turc qui vit en Allemagne et qui fait des films, les films, c'est un film allemand, mais avec de la turquicherie dedans. Donc, c'est très curieux que quand on voit ça, même les films à l'heure actuelle, on regarde les génériques. Vous avez 99% d'Italiens dans les monteurs, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres cinémas. Dans d'autres cinémas que nous ne citerons pas, effectivement. Alors, le cinéma italien, oui, c'était un beau cinéma. Maintenant, il y a de temps en temps un film qui est intéressant. C'est vrai que là-dedans, il n'y a pas les Taviani, il n'y a pas... Bon, il y a... Alors, cinéma américain, oui, bah c'est le summum et le summum de la déchéance, le summum des bons films. Un film comme Apocalypse Now, je prends celui-là parce que pour moi, c'est un. Voilà, il n'y a qu'un Américain pour faire quelque chose comme ça. C'est coup de cœur. C'est coup de cœur, c'est vraiment. On ne voit pas quelqu'un d'autre être capable de faire ça. D'abord parce que les Américains sont dans un vaste espace, ils ont le sens de l'espace. Nous, on n'a jamais eu le sens de l'espace parce qu'on est dans un pays étriqué. Eux, ils ont le sens de l'espace, donc ils sont capables de faire, quand on voit les westerns, etc., ils sont capables de maîtriser l'espace. Et puis bon, ils ont fait des films, la filmographie américaine, parlons des westerns, parlons de Beach, on peut en parler pendant des heures, c'est extraordinaire. Mais en même temps, que de bouse ils nous amènent à côté. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme aux États-Unis, c'est l'extrême toujours. C'est-à-dire, ils ont des très bons films et ils ont des films qui sont absolument pitoyables. Eh bien, puisque toi, tu as donné ton coup de cœur, toi, c'est Coppola, c'est Apocalypse Now, je te rejoins entièrement, et notamment la version longue, précisons-le, c'est pas la version courte, version cinéma, ouais. Voilà. Il faut vraiment aller voir cette version longue, qui est absolument éblouissante, notamment pour toute la partie, tu peux en parler, dans la plantation française. La plantation française, oui, qui est très intéressante, parce qu'on voit, donc, ils dînent avec les gens qui sont là, les colons français qui sont là depuis longtemps, et qui leur disent, mais si nous, on a échoué, vous, Américains, vous ne gagnerez jamais. Et c'est pour ça que ça avait été un peu coupé dans la reduce version. Et ce qui est intéressant dans ce film, bon, c'est... Tout est à garder. Moi, de mon côté, je serais un peu plus classique en recommandant, mais du côté du cinéma italien, Visconti, je recommande évidemment Le Guépard, qui est un monument tant du cinéma que de la littérature italienne d'ailleurs. Donc, on n'a pas l'occasion. La scène de bal la plus longue du monde, qui est un... Mais oui, mais les bons films, il faudrait faire par genre. Hein. Il faudrait faire par genre. Il faudrait faire par genre. Eh bien, merci Frédéric de nous avoir accompagnés pendant toute cette petite séance sur le cinéma. Quant à nous, nous nous retrouverons donc à la rentrée après une courte pause estivale. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt à la rentrée. Alors.